Merci pour votre accueil. Bonjour à tous. Donc, on va vous parler aujourd'hui d'un projet européen, le projet R2D2MH, et en particulier de la recherche participative au sein de ce projet. Donc d'abord un petit mot à propos de nous. Je suis Sophie Dauzet, je suis ici pour représenter la coordination de ce projet. Je suis chef de projet européen à l'Institut Pasteur. Et avec moi, j'ai Vincent Grimaldi de Puget. Merci. Et donc, moi, je suis professeur à l'École des Ponts Business School, qui fait partie de l'Institut Polytechnique de Paris. Et je dirige le nouveau laboratoire dont je toucherai un mot, le nouveau centre de recherche Think Differently, qui étudie l'impact de la neurodiversité en milieu professionnel, ce qui concerne aussi les organisations de recherche. Et last but not least, je suis ici en tant que membre du groupe de co-création. Merci. Du coup, juste un petit plan de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. D'abord, je vais présenter le projet R2D2, même si vous en avez déjà entendu parler par Thomas Bourgeron. Ensuite, je vais parler de la co-création au sein de ce projet, ce qu'ont été les objectifs initiaux qu'on avait pensés au début du projet. Ensuite, Vincent va vous montrer les challenges et les aspirations qu'il y a eu dans le projet, en fait les changements qu'il y a eu, et la réorganisation en 2023. Et à la fin, on va vous montrer des livrables qui ont été réalisés par les chercheurs en co-création avec les membres de la co-création. Donc d'abord, la présentation du projet. Donc déjà, vous vous dites peut-être pourquoi R2D2 ? Est-ce que c'est un projet sur des robots, la robotique ? Qu'est-ce que ça fait ici ? Et non, en fait, c'est un projet qui était à l'initiative du professeur Thomas Bourgeron, qui est le coordinateur scientifique du projet, qui est chercheur à l'Institut Pasteur et qui est un expert reconnu en autisme en France et à l'international, et accessoirement un fan de Star Wars. Donc, il a fallu qu'on trouve un nom qui colle un petit peu. Donc, c'est Risk and Resilience in Developmental Diversity and Mental Health. Et donc, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de vous faire trop les définitions, mais pour les TND, on se concentre sur l'autisme et les TDAH. Et la résilience, en fait, c'est la capacité de faire face à l'adversité et d'évoluer plus favorablement que ce qu'on peut penser. Et c'est aussi la possibilité de pouvoir rebondir. Donc, il y a toute cette définition à garder en tête. Donc, le projet a de nombreux objectifs, mais 3 grands objectifs. C'est d'abord améliorer la santé mentale des personnes présentant des TND tout au long de la vie et identifier des facteurs de résilience qui sont génétiques ou environnementaux. Et quand on parle d'environnement, on parle de l'environnement social, de l'école, de la maison, plutôt le cadre de vie. Et on va étudier pour ce faire 2 grands risques qui sont la vulnérabilité génétique et la prématurité. Donc c'est un gros projet européen puisqu'on a 28 partenaires qui sont, comme vous le voyez sur la carte, en Europe, mais aussi au Canada, en Australie, et dans des pays européens et non européens. On a 23 centres d'excellence universitaire, 4 partenaires industriels et on travaille en collaboration avec ADHD Europe et Autism Europe pour les associations. On a à peu près 180 personnes qui travaillent sur le projet de près ou de loin, donc qui peuvent être très impliquées ou un tout petit peu. Et on a au sein du projet 2 groupes de co-création, un avec des adolescents et un avec des adultes. La durée du projet, c'est un long projet, c'est 5 ans et ça finit en août 2027. Et il y a 10,6 millions d'euros de financement européen, ce à quoi on ajoute les financements de l'Agence du Royaume-Uni maintenant et de la Suisse. Donc c'est un vaste consortium. Pour illustrer ça, j'ai une diapo qui est assez dense, qui vient de Thomas Bourgeron justement. Donc c'est pour vous montrer un peu la diversité des profils scientifiques, des profils des personnes engagées dans cette recherche. Donc ça va de la génétique à l'imagerie cérébrale, en passant par des recherches plus sur les algorithmes, des solutions numériques qu'on voit en haut à gauche, et de travailler sur les mesures en termes de santé. Et je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement des projets européens, mais on est organisé par Work Package, donc groupe de travail. Donc il y a 7 groupes de travail. Le premier se focalise sur la génétique. Le deuxième, c'est plus l'imagerie cérébrale.
Ensuite, le troisième work package, c'est celui qui est au cœur justement de la co-création. C'est celui qui travaille sur les mesures de santé, donc celui dont je vais vous parler un peu plus en détail aujourd'hui. Et le quatrième travaille sur le domaine clinique, la mise en place d'un portail clinique, d'outils numériques pour aider les cliniciens. Le cinquième, c'est plus des algorithmes. Et le sixième, c'est la communication, tout ce qui est dissémination, newsletter ou outils de communication. Et comme vous voyez sur la gauche, en fait, on travaille toujours avec de larges cohortes préexistantes, donc des cohortes qui suivent par exemple des bébés de... Il y a une cohorte qui suit des enfants qui ont aujourd'hui 38 ans, donc qu'on a suivi, qui sont aujourd'hui des adultes, qu'on a suivi sur toute leur vie pour voir l'évolution de leurs symptômes ou de leur qualité de vie. On travaille en lien avec les individus et les familles et en lien avec la société civile et les parties prenantes. Donc maintenant, vous voyez, vu qu'on est du coup à la 3e année du projet, on commence à avoir beaucoup de publications et de résultats scientifiques que vous pouvez consulter sur PubMed, par exemple, si vous tapez le nom R2D2-MH. Et il y a des publications dans de nombreux journaux qui sont déjà réalisés. Maintenant, un petit focus sur ce qui étaient les objectifs initiaux de la co-création. Donc, à la base, l'objectif initial, c'était vraiment de travailler que sur les mesures de santé mentale. Donc, ce sont les gens qui étaient les Work Package Leaders, donc les gérants, les gestionnaires, les chefs de l'équipe du Work Package 3. Christine Hens, qui est une professeure philosophe, et Sven Bolte, qui est un clinicien qui travaille sur le CIF, la classification internationale de fonctionnement de l'OMS. Donc, l'idée, c'est d'abord de créer ces deux groupes de co-création, un adolescent, un adulte, que je vais vous montrer juste après, de créer un consensus sur les facteurs de résilience et les mesures associées, de définir ensemble avec les personnes concernées ce que veut dire la résilience aussi, et ensuite d'intégrer toutes ces données dans le CIF de l'OMS dont je viens de parler, et travailler sur un portail digital avec le groupe 4 que j'ai présenté précédemment. Alors ici, vous voyez les adultes membres de la co-création. On voit Vincent qui est ici présent et les adolescents. Et donc ces groupes se réunissent régulièrement pour travailler ensemble et travailler avec les chercheurs, comme on va le développer tout de suite. Je laisse la parole maintenant à Vincent. Oui, merci Sophie. Donc voilà tout ce qu'on vous a expliqué là. Bon, c'est très bien. Malheureusement, les aspirations de l'équipe de co-création ne correspondaient pas à la réalité du projet et on ne s'en est pas rendu compte immédiatement. Certains d'entre vous en ont un peu parlé ce matin, l'importance des aspirations. C'est quel bouton ? Boum. Voilà. Donc durant l'été, après quelques mois de travail, durant l'été 2023, les co-créateurs de R2D2 ont décidé de faire un point d'étape pour évaluer ensemble le démarrage du projet. Et 6 membres d'entre nous qui étions disponibles durant cet été-là se sont réunis autour de Sue Fletcher-Watson, qui est une chercheuse expérimentée en neurodiversité, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et l'analyse portait, vous n'en serez pas surpris, sur un bilan interne et externe, et les défis à venir que nous devons affronter. Alors, nous sommes allés voir ailleurs ce qui se faisait pour ne pas réinventer la roue. La recherche participative n'est pas neuve, on en a parlé ce matin. Dans la recherche fondamentale, on rencontre assez peu de gens de mon profil qui viennent des écoles de management. Et en fait, dans les écoles de management, on enseigne le marketing et ça fait très longtemps qu'on va travailler avec les consommateurs sur l'amélioration des produits, l'amélioration des campagnes de communication. Et donc ici, une autre chercheuse que j'apprécie beaucoup, Anne Macaulay, donc fait remonter la recherche participative, en fait, déjà dans les années 40. Et donc nous commençons, depuis assez récemment, nous, dans les TND,
Mais ceux d'entre vous qui sont impliqués dans la recherche contre le cancer, etc., vous vous demandez, mais pourquoi une prise de tête pareille? Nous, dans la recherche contre le cancer, ça fait déjà très longtemps que l'on travaille avec les patients. Caroline a mentionné le cancer du sein tout à l'heure, et ce n'est pas une exception. Alors pour nous, la recherche participative consiste en 3 grands points: co-créer, coproduire et coagir. Co-créer d'abord, donc il faut attirer des membres de la communauté étudiée pour travailler ensemble sur les objectifs du projet. Comme mentionné ce matin, ça se fait plusieurs mois en amont, et il ne faut pas nécessairement beaucoup de gens autour de la table, mais donc ce sont des discussions qui sont assez stratégiques, mais il faut que ces gens soient représentatifs, qu'ils comprennent à la fois les chercheurs, le langage de la recherche, et qu'ils comprennent aussi l'identité des personnes concernées. Donc on peut élaborer alors une définition de l'étude, on peut recruter par la suite des participants, on peut élargir les groupes de co-création et de coproduction. On peut se mettre à collecter les données et à les analyser, synthétiser des conclusions, publier les résultats. Et puis, quelque part, comme l'aimait à le répéter Louis Pasteur, il n'y a pas de recherche fondamentale, il n'y a que de la recherche appliquée. La recherche fondamentale a vocation à devenir, dans la longue durée, appliquée. Et Thomas, s'il avait été ici, il était l'année dernière, il vous a probablement répété la chose: la recherche fondamentale a vocation à être appliquée. Et donc nous, ce sont les points que nous tentons d'appliquer au sein de R2D2. Je dis tentons d'appliquer parce que la réalité est parfois plus nuancée. Le principe de base, c'est que la personne la plus proche du problème doit être impliquée dans la résolution du problème. Je crois que l'illustration que j'ai mise ici est très évocatrice, et vous comprenez bien qu'au quotidien, dans nos organisations, on n'est pas toujours très participatif. Les défis à relever, les conclusions de nos travaux de l'été 2023, et que nous devions nous concentrer sur 4 défis. Le manque de clarté quant au rôle des co-créateurs, le volume considérable de travail demandé aux co-créateurs. Nous sommes un groupe que vous avez vu assez limité en taille. Comme dans tout groupe, tout le monde n'est pas actif, voire hyperactif. Et très rapidement, étant donné toutes les unités de recherche que vous avez vues, je pense qu'il y en a 9 unités de recherche au total. Donc nous étions bombardés de mails. Et donc certains ne parvenaient plus à gérer la chose. Donc l'organisation du travail n'est pas toujours un point fort parmi les membres du groupe de co-création. Défi numéro 3, le manque de clarté concernant les livrables attendus de notre propre groupe. Et point numéro 4, last but not least, se sentir intégré à l'ensemble du projet et reconnu pour nos propres compétences, compétences professionnelles, et également, bien entendu, pour notre identité. Mais certains d'entre nous considéraient que les chercheurs les voyaient avant tout pour leur identité, sans réaliser qu'en fait, c'était aussi des gens qui avaient des compétences à partager sur le projet. Donc, l'étape suivante a consisté à réorganiser en 2023 le projet. Avant, nous étions comme ceci, vous n'en êtes pas surpris, vous connaissez l'adage, qui se ressemble s'assemble. Et donc, il a fallu transiter aussi rapidement que possible vers cela. Une situation où on pouvait véritablement créer une intelligence collective en apportant un regard neuf dans les groupes de recherche auxquels nous étions associés. Parlons de la réorganisation.
Donc je tiens à honorer ici ces 3 jeunes chercheurs, Joke, Joe et Julie Segers, qui ont travaillé séquentiellement. D'abord, grâce à eux, nous avons commencé par redéfinir ce qui était pour nous la co-création, en contraste avec la coproduction, et de telle sorte que tout le monde partage les mêmes attentes. Ensuite, nous avons été associés au COMEX, et vous en avez là une illustration du 15 mai dernier, où, en ce qui me concerne, je représente Autisme Europe, et Chantelle, que vous voyez là, qui est également membre du groupe de co-création d'ADHD Europe. Nous allons parler dans un instant des autres défis, je les mentionne dès à présent. Apprendre à mieux se connaître, puisqu'il y a forcément dans les équipes avec une certaine neurodivergence, il y a un double empathy problem qui peut se poser. Nous avons mentionné sortir du silo de notre unité de recherche numéro 3 et se mettre à véritablement coproduire et copublier en chercheur, que je mets entre guillemets, pair des autres chercheurs. Alors le premier point était assez facile, donc pour apprendre à mieux se connaître et résoudre le problème de la double empathie, nous avons des réunions mensuelles ou quasi mensuelles entre nous, et nous avons des cafés très réguliers avec des jeunes chercheurs, et vous voyez pas que, puisque voilà, j'ai mis ici Thomas parmi les jeunes chercheurs. On peut se poser la question, pourquoi jeunes chercheurs? Pourquoi pas tous les chercheurs? Donc les chefs de département ont des agendas très chargés, et donc il n'est pas nécessairement facile de les attirer, mais il est important de les attirer, étant donné ce que j'ai expliqué quand je vous ai parlé de l'organigramme, de la pyramide. Il faut bien entendu travailler avec les gens qui sont au sommet et qui sont des locomotives pour leur département et qui sont une source d'inspiration pour leur département. Ce n'est pas facile nécessairement de les attirer à nos cafés. Donc là, c'était pour les décisions faciles. Concernant les silos, c'est plus compliqué dans une organisation de briser les silos. Je vous disais, je vous parlais de la pyramide. La voici, vous avez le chercheur senior au sommet, les juniors au milieu, la personne répondant au téléphone qui n'apparaît pas et qui va peut-être apparaître quand je vais cliquer, et la personne sujet de l'étude qui ne fait pas partie de l'organigramme, alors qu'elle est la raison d'être de l'organisation. Partout, quand vous avez été stagiaire un jour, vous êtes entré dans une organisation, on vous remet l'organigramme. Et ça vous donne une fausse impression, en fait, de l'organisation dans laquelle vous pénétrez. Ça, c'était bien dans les années 50 et avant. Je suis sérieux, je suis sérieux. Dans les années 80, on a beaucoup travaillé dans les écoles de management, on a beaucoup travaillé à briser ces silos. Alors, les briser, c'est pas simple. Si déjà on peut faire des trous dedans et élargir les trous, c'est pas mal du tout. Donc, comment avoir moins de silos et plus de collaboration? C'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Un professeur à Harvard, qui est maintenant émérite depuis longtemps, Michael Porter, a beaucoup travaillé et publié sur le sujet dans les années 80. Merveilleux outil. Je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, mais c'est un merveilleux outil, la chaîne de valeur. Il faut savoir que ça a conquis le monde. Si votre voiture démarre le matin, si votre ordinateur fonctionne de manière fiable là, devant vous, sans tomber en panne, comme le faisaient nos voitures il y a... quand j'étais enfant, avec le coup de froid que nous avons là, il y avait toujours une voiture qui ne démarrait pas dans la rue. Maintenant, votre voiture, qu'elle vienne de Roumanie ou de Corée du Sud, elle démarre dans la rue, elle démarre sans aucune difficulté. Et donc, c'est du fait de cette réorganisation qui a été mondiale dans toutes les entreprises selon la chaîne de valeur.
Et c'est exactement la manière dont nous cherchons à travailler dans R2D2 aujourd'hui. Donc on associe dans chaque unité de production qui travaille transversalement, horizontalement. On associe des personnes concernées avec les chercheurs et l'objectif est le bien-être des personnes concernées. Donc en fait, le graphique ici se lit véritablement comme la langue arabe, de droite à gauche. Oui, voilà. Pour conclure, on veut vous présenter quelques livrables que, du coup, qu'on a réalisés depuis le début du projet fin 2022, mais surtout depuis 2023, où ça s'est intensifié suite à la nouvelle organisation. D'abord, ça arrive tous les ans, c'est la réunion, l'Assemblée générale du projet R2D2. C'est un grand moment parce qu'on fait en sorte vraiment au niveau de la coordination d'être s'adapter aux personnes neurodivergentes, d'avoir des pauses conséquentes, de respecter les horaires, de vraiment pas avoir de retard, de planifier en amont pour essayer de respecter les rythmes de chacun. Et on met en place, à la dernière réunion, là c'était à Budapest, il y a eu tout un atelier qui a été animé en fait par les jeunes co-créateurs et c'était un grand moment parce que c'est eux qui ont mené un peu des petits ateliers de groupe où ils racontaient ce qu'ils vivaient, leur ressenti, ce qui était important pour eux, à des chercheurs qui ont découvert des choses en fait qui ont été formés par des jeunes qui avaient entre 15 et 20 ans. Donc c'était vraiment quelque chose qui a eu beaucoup d'impact. Les adultes ont aussi présenté leur travail aux côtés des chercheurs. Il y a eu plusieurs sessions qui étaient animées par un adulte de la co-création et un chercheur qui ont eu aussi un impact très fort. Donc c'est un grand moment à chaque fois pour le projet. Ensuite, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a les consensus sur les facteurs de résilience. Donc il y a des réunions de travail qui sont organisées régulièrement avec une entreprise sociale, Applica, qui est une entreprise espagnole qui organise en fait l'avancée de ces problématiques avec les personnes concernées en travaillant sur un module. C'est une initiative des jeunes de la co-création. En fait, ils ont eu envie de rendre leur travail plus accessible et accessible au plus grand nombre, donc de créer des vidéos, des graphismes qu'on a mis sur nos réseaux sociaux, donc vous pouvez les retrouver. Là, c'est une vidéo qui illustre en fait pourquoi c'est important d'utiliser un langage qui ne soit pas offensant, qui soit plutôt pour améliorer le ressenti, plutôt que de dire que les gens fonctionnent mal ou peu. Et donc, c'est très visuel, c'est vraiment un bel outil. Et c'est inspiré, en fait, d'un travail qu'ils ont réalisé ensemble avec les adultes. Donc, un language guide, c'est un guide linguistique pour vraiment utiliser les bons mots, parce qu'on retrouve même encore dans notre consortium de recherche des gens qui font des erreurs, qui utilisent des mots qui peuvent être mal perçus par les personnes concernées. Alors, c'est toujours quelque chose qu'on consulte et qu'on vous invite aussi à découvrir sur le site si vous voulez. Et enfin, j'en parlais aussi tout à l'heure, il y a la mise en place d'un portail digital de suivi des personnes, de suivi des patients par des cliniciens. Et là, c'est les membres de la co-création qui travaillent en fait à définir quels sont les facteurs qu'il faut prendre en compte dans ce portail par les cliniciens. Donc c'est vraiment un outil qui va être déployé en fait, qui va servir sur le terrain à des cliniciens. Et donc pour poursuivre sur des expériences plus personnelles, puisque je suis là pour vous en parler, j'ai été associé à la création de focus group durant tout l'été 2024 en vue de collecter des données précisément concernant la recherche participative au sein de notre propre projet. Ce qui nous a donné et ce qui m'a donné personnellement l'occasion de développer des recherches vraiment intéressantes, non seulement des recherches sur la recherche participative, qui sont encore en cours d'écriture, de soumission et de publication. On a plusieurs papiers sur le sujet dans le pipeline. Et ce que je vous ai mis là à l'écran, c'est ce qui a déjà été publié. Il en manque un qui vient de sortir. Vous avez un poster à l'INSAR l'année dernière. Vous avez un papier dans Clinical Psychology Review, une synthèse de ce papier en français qui a été publié par l'association Sésame. Je ne sais pas si elle est présente ici.
Et nous avons un nouveau papier, toujours sur la résilience, qui vient également d'être publié, avec l'équipe de Karolinska à Stockholm, dirigée par Sven Bulte. Et c'est un très beau laboratoire d'une 60aine de chercheurs. Mes collègues ne sont pas en reste, eux aussi publient pas mal. Voilà, tout ça, c'est ce qui est publié pour le moment, ce que vous avez ici au tableau, et il y a beaucoup de choses dans le pipeline, c'est normal, hein, donc le projet existe depuis 3 ans, donc on commence véritablement à pas mal publier maintenant. Vous connaissez le principe, comment dire, il est assez long, le processus est assez long. Parlons un peu de l'avenir. C'était bien de parler du passé. Parlons des perspectives avant de conclure pour les prochaines années. Donc le monde tourne. Le monde tourne et change rapidement. Et donc, oui, la recherche participative, elle aussi, doit continuellement s'adapter et véritablement entrer dans un processus d'amélioration continue. Les processus d'amélioration continue, ils existent, comme je le disais tout à l'heure, depuis les années 50. Elles nous proviennent essentiellement du Japon. Vous avez entendu parler de Kaizen, de Six Sigma, de Total Quality Management, hein, TQM. Donc tout ça, ce sont des méthodologies qui ont déjà été développées, testées, et dont on peut directement s'inspirer. Il ne faut pas nécessairement chercher à réinventer la roue. Donc, moi, mon point de vue, c'est que la recherche fondamentale et la recherche appliquée, telle que celle que nous pratiquons dans mon établissement, moi, je suis entouré d'ingénieurs, hein, et incidemment, je viens du monde automobile. J'ai travaillé pour Ford aux États-Unis, pour Toyota au Japon, et je me retrouve ici, prof, entouré d'ingénieurs. Et donc c'est une situation que je connais bien. Et donc j'encourage ceux qui sont intéressés par la recherche participative à aussi s'associer la coopération d'écoles de management, hein, de chercheurs dans les écoles de management. Ils ont quelque chose à partager. Alors l'IA, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais l'IA nous tombe sur la tête à la vitesse d'un cheval au galop. C'est déjà un merveilleux outil. On a mentionné l'IA ce matin dans un des projets en termes d'analyse des données, hein, et personnellement, ça m'intéresse d'être en contact avec ces gens. Donc c'est non seulement un merveilleux outil pour nous, justement, dans le processus des données, mais sachez que c'est un merveilleux outil pour les personnes autistes, dyslexiques, entre autres, en milieu professionnel, parce que ça les aide beaucoup au niveau d'améliorer les habiletés sociales, hein, la manière de communiquer, pour être moins tranchant, moins cassant dans ses mails, ne pas avoir 36 fautes d'orthographe dans ses mails. Et donc l'IA permet véritablement au quotidien d'améliorer les habiletés sociales en milieu professionnel des personnes dont je parle ici. Alors, la rémunération des personnes concernées, c'est un sujet qui a été partiellement débattu ce matin. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il faut y ajouter la dimension de la durée du projet. À court terme, c'est certes le volontariat, le bénévolat est tout à fait concevable. Quand on est dans un projet à longue durée, tel que le projet R2D2 ici sur 5 ans, ce bénévolat commence à coûter très cher à quelqu'un. Et c'est à la personne concernée. Je peux vous dire que tout autour de moi, je connais des personnes concernées qui sont absolument fabuleuses et qui sont en situation d'insécurité financière et qui accordent énormément de temps dans des projets tels que celui-ci partout ailleurs. Vous les côtoyez peut-être. Alors, faut-il les rémunérer? Oui, et non seulement les rémunérer, mais à égalité des gens avec lesquels ils travaillent. Et donc, le centre de recherche Think Differently, que nous avons fondé cette année à l'École des Ponts Business School, dans sa levée de fonds actuelle, c'est dommage que vous ne soyez pas des fondations, hein. Dans sa levée de fonds actuelle,
elle est en train d'isoler une enveloppe pour cofinancer, et donc là, c'est un appel que j'ai fait à vous, pour cofinancer les personnes concernées dans la recherche participative. Donc vous avez entendu le cofinancer. Ne venez pas vers moi en me disant « Pouvez-vous tout financer ?» Non, on ne va pas tout financer, mais on va vous aider à les financer de telle sorte qu'ils soient au niveau des gens avec lesquels ils travaillent. Et de telle sorte qu'il y ait une équité perçue entre les personnes concernées et entre les chercheurs avec lesquels ils travaillent. Et puis il y a le partage des bonnes pratiques que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui avec vous et qu'il faut continuer à faire, bien entendu. Les bonnes pratiques évoluent avec l'évolution du monde et donc il faut continuellement travailler à les partager. Je dois vous dire que la plus belle réalisation de la Fédération Autisme Europe, c'est le partage de bonnes pratiques à travers l'Europe. Je côtoie des collègues européens tout le temps et qui me disent ce qu'ils font de bien chez eux et qui me permettent d'être inspiré et d'influencer les choses ici et réciproquement. Et donc ceux d'entre vous qui êtes en train de créer des associations et des réseaux d'associations, pensez à développer les choses au niveau européen. Ça va véritablement accélérer vos échanges de bonnes pratiques. Alors, j'ai parlé de Thomas et je ne voulais pas résumer notre petite présentation d'aujourd'hui sans citer Thomas qui encore, il y a quelques jours, là, à l'époque où je préparais cette intervention, il nous sort en réunion, j'ai adoré ça, la recherche participative prend certes du temps à mettre en place, mais le résultat en vaut vraiment la peine. On voit des effets positifs à tous les niveaux. Et de manière anecdotique, je dois vous dire, moi je travaille beaucoup avec des adultes TSA, des adultes autistes dans l'insertion professionnelle en milieu en entreprise. Et les entreprises qui les accueillent disent exactement la même chose que Thomas Bourgeron. Le fait de travailler avec des personnes autistes en entreprise a un impact à tous les niveaux. C'est ça qu'ils nous disent. Alors, avant de vous quitter, en conclusion, moi, mon sens, c'est, s'il vous plaît, parler de tout ça autour de vous, parler de la recherche participative, parler de l'impact de l'inclusion. L'inclusion, ce n'est pas une question d'éthique, de moralité, c'est une question de neurodiversité humaine. Seul, l'humain, très franchement, pardonnez mon français, mais il est un peu con, ensemble, on est capable de réaliser nos rêves les plus fous. Et donc, l'inclusion, le fait d'apprendre à travailler ensemble et de mieux travailler ensemble pour créer une intelligence collective, non pas une intelligence individuelle, est absolument clé. Comment faire ça ? Il n'y a pas d'alternative. Le meilleur moyen pour solutionner un problème est de s'attacher les services de la personne la plus proche du problème. C'est elle qui connaît le mieux le problème. Elle a ses yeux dessus, parfois son ressenti viscéral dessus. Donc c'est une question d'organisation, ce dont je parle. Et les experts en organisation, ce sont des gens qui sont dans des écoles de management. Ce sont aussi les cadres, mais bon, là c'est plus difficile pour nous d'attirer les cadres dans nos travaux. Et donc, dans les écoles de management, ils ont l'habitude de travailler sur des projets scientifiques, médicaux et tout autre. Ce matin, tout à l'heure, je vous ai parlé de marketing et autres. Et donc, incidemment, on recrute. Si vous êtes psychologue ou généticien, généticienne, donc on recrute à R2D2. Et puis, n'hésitez pas à venir nous voir pour partager des bonnes pratiques ou simplement pour nous poser des questions. Et les questions sont ouvertes si vous en avez. Merci beaucoup.